la profanation qui gémisse comme une onde. Moi, je suis directeur de Topo, le Centre de création numérique. Mais essentiellement, moi, je suis un poète à la base. Je développais des projets d'écriture personnelle que j'ai intitulé la poésie multipiste. Comment? Pauvre Ivanoé, va lire ton journal et boire du café. Remercier Dieu de cette grande liberté. Ce qui était intéressant, c'était les parties d'enregistrement. C'était d'inviter une dizaine de personnes, puis de faire jouer tout ce monde-là en même temps, puis de jouer des chœurs, monter un chœur, tout ça. Fait que c'est vraiment issu d'une pratique multidisciplinaire à la base. De dire ou d'interpréter pour la foire ou la poste. En tout cas, c'était vraiment fait rapidement. Je m'étonne moi-même de la célérité avec laquelle je pouvais travailler à l'époque, mais nous avions 20 ans. Le photoroman Liquidation marque essentiellement un passage entre ma production médiatique et la production numérique et la création à travers les médias numériques. Mais pour avoir été en mesure d'imaginer de créer un photoroman aléatoire, bien, il a fallu que je sois exposé à ces outils-là avant. Notamment avec mes collègues, amis de la Société de conservation du présent qui ont été actifs de 1985 à 1994. Il y avait un programmeur, il y avait un photographe et un artiste philosophe, théoricien. Et le programmeur, il a créé toutes sortes d'applications débiles mentales, sympathiques, innovantes, qui ont permis à notre génération qui fréquentait ce petit groupe-là de connaître, d'expérimenter puis d'apprendre à travers des applications pétées qui n'étaient pas du WordPerfect. Nous, avant, on partait de rien pour faire des animations où on allait chercher des codes déjà faits d'à peu près 10 lignes. Là, maintenant, on va dans des librairies chercher des lignes de code de même, puis on après des lignes de code comme ça, puis d'après, c'est des moteurs génératifs qui sont mis à contribution. Fait, il y a toujours une espèce de do-it-yourself, là, quelque part, mais à partir d'outils de plus en plus sophistiqués, ça demande de plus en plus de savoir. Ma génération, on a été beaucoup plus habitués à fonctionner avec des plateformes, avec des trucs qui sont user-friendly. Donc, on n'a pas développé tant que ça des capacités en programmation. Quoique, quand j'étais jeune, je veux dire, j'écrivais là, dans Système DOS là, pour lancer mon jeu. J'étais capable d'en écrire une ligne de code là, pour aller comme, faire fonctionner des trucs. Là. Mais je pense que tout cet apprentissage-là, qui n'était pas immense, là, mais je l'ai perdu un peu au fil du temps. J'arrivais quand même toujours à naviguer un peu des lignes où, je vais utiliser cette application-là pour faire ça avec ma photo, puis ensuite, je vais la repasser dans un autre truc pour faire ça. Puis là, pour en arriver à un résultat qui est un peu tout le temps glitchy parce que je finis par poser tellement d'utilisation d'outils qui sont pas nécessairement faits pour travailler ensemble. Je pense que ça donne tout le temps aussi un espèce de côté très low-fi à ce que je fais. Je suis quand même attachée aussi à cette esthétique-là. Frankie et Alex, c'est un bon exemple de moi qui ne sais pas trop faire les choses. J'avançais dans chaque plateforme en construisant mon personnage, en me demandant, évidemment, Frankie adore Alanis Morissette. Comme ça, puis ça me faisait vraiment déployer le personnage dans ses intérêts, ses goûts. Qu'est-ce qu'elle passe la soirée à faire? Quelles sont les images qu'elle reposte? Évidemment, c'est pas tous les lecteurs qui déplient tous les petits fils puis qui suivent les traces partout dans le web. Mais ceux qui le font vont aussi avoir cette expérience-là d'être très près du personnage, de ses intérêts, de
la manière dont son corps se positionne avec le Mac un peu sur le ventre, en train de scroller down sur peu importe la plateforme, là. La littérature numérique, ce que je dirais, c'est qu'elle ne peut exister si elle n'est pas performée. Quand on analyse une œuvre, on a toutes et tous, chacun, chacune, un bagage culturel et des connaissances, et on aborde une œuvre avec ces connaissances-là. Donc, notre point de vue, notre interprétation est toujours située. Un autre concept sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est donc le recyclage culturel. C'est-à-dire que tout est là, et les œuvres du web, il y en a plusieurs qui vont puiser à même l'archive, si on peut l'appeler l'archive, avec un grand A, pour créer des œuvres. At a certain point in 2014, the idea of artificial intelligence is ripening to a point. It's maturing. And it's maturing to the point where the language work that it's capable of creating is much more complex than it was 5, 10, 15 years before. So I took a course with data scientists at General Assembly, which was for executives of corporations. So I was sitting next to a guy who was studying artificial intelligence in order to market chewing gum to teenagers. And that was his thing. He had to figure out, anyway, what symbolic reservoir worked for kids. But I was interested in how do you write poetry with these algorithms. And so after a few years of working, just seeing lots and lots of the output, and these large libraries start emerging from corporations, Google, and then Facebook, Salesforce, all of them are building their own libraries. And fortunately, they're producing them as they produce an outward-facing example of those code libraries, which can be modified. So suddenly there are these very powerful tools that, again, it's the same as the instinctual sense I had at the birth of the web when I was just playing in that wild playground of doing things I'd never seen before. Suddenly, neural networks and deep learning have that same invigorating sense for me of being utterly new, unprecedented. A wonderful space of exploration is available. So now I had to go find an archive of poetry. Well, I found it online, various sources. And you strip away everything else, and now you've just got poetry. It's like a mountain of poetry of civilizations that have passed through, and it's very Eurocentric, and it's probably very masculine as well. And that bias is something I dealt with within the language by modulating the gender frequency behind the scenes. I use different libraries. I bring in more contemporary language, so it's less about horses and unicorns and, and more about like Facebook and weird stuff and the new crypto economy or whatever I can find that reflects the ongoing turbulence of our times. On a des représentations assez stéréotypées des fermes de serveurs, là, toutes bleues, avec des petites lumières, puis ça va à l'infini comme ça, presque immatériel. On veut nous faire croire en fait que c'est immatériel, alors que c'est quand même des installations très physiques là, qui consomment de l'énergie, qui prennent de l'espace. Et moi, j'aime ça, l'idée de prendre cette idée-là, qui est comme un peu grossière, puis de la transposer en objet, avec des médias analogiques très simples. Dans l'installation Superviser l'oubli, c'était cette idée que tous nos souvenirs personnels sont éparpillés un peu partout dans des services d'info nuagiques. Un peu sur Flickr, un peu sur Google Photos, un peu sur iCloud, ou peu importe. Puis on en perd un peu la trace.
La mémoire, c'est une mémoire biologique. On peut se souvenir de choses. Après ça, je peux dire quelque chose. Donc, j'enregistre un peu de mon souvenir en toi. Puis après ça, quand la photo arrive, on arrive à représenter le monde extérieur sur un support fixe. Après ça, on va avoir des photos numériques. Et là, on va les mettre sur des disques durs. Mais tout ce temps-là, on est toujours en contrôle de notre inventaire. Si c'est sur des disques durs, je les ai dans tel tiroir. Il faut que je retrouve sont où mes photos, mais je sais quand même que je les ai. Si c'est pas sur une clé USB ou un... Donc, mais il y a un moment où ça passe directement dans l'espace du réseau. C'est plus dans ma maison, c'est plus quelque chose que je peux mettre sur une table. Puis je sais pas c'est où, en fait. C'est en Californie, c'est au Nouveau-Mexique, c'est en Inde. Je le sais pas. Ça, c'est quelque chose, pour moi, qui est comme révolutionnaire au sens positif, négatif. Là, c'est pas important, mais qui est vraiment... là, je l'ai plus. On le sait que dans certaines approches artistiques, la question d'assumer l'éphémère est là. J'ai perdu Corps dedans dehors, le site, entre autres parce que c'était un site qui coûtait très cher à faire vivre. Puis, c'est comme, tu sais, j'étais trop occupée. À un moment donné, j'ai comme juste décidé de ne pas renouveler, puis j'ai pas compris que c'était pas ça que je renouvelais, qui allait disparaître, en fait. Donc, j'ai même pas des captures d'écran pour qu'on puisse, par exemple, voir de quoi il était question. Avoir mieux fait ça, je l'aurais documenté. C'est sûr que je ne pouvais pas continuer à payer ce prix-là pendant... Mais j'aurais pu, justement, faire un vrai travail de documentation. Après, quand j'en parle, effectivement, aux gens de ma génération, qui sont plus si jeunes, c'est comme si les gens ils trouvent ça prétentieux de se dire « mes archives pourront un jour intéresser quelqu'un », quand moi, j'ai plus tendance à me dire « ben je n'en sais rien ». Alors, tu sais, je garde pas tout, là, mais je garde un certain nombre de choses en me disant « mon Dieu, si un jour ça intéresse quelqu'un, ça intéressera quelqu'un ». Tu sais, je suis plus dans ce rapport-là. Après, ce que je constate, c'est que moi et mes amis écrivains, par exemple, notre principal moteur de correspondance, c'est Messenger. Ce qui veut dire qu'on n'aura aucune trace de toutes ces correspondances-là dans l'avenir, parce qu'évidemment, elles vont être avalées avec un jour la mort de Facebook. On ne peut pas s'imaginer que... Donc, chaque fois que je lis des correspondances, je me dis, on n'en aura pas des comme ça qui témoignent des années 2020-2010, parce que les manières dont on communique sont très éphémères et on a très peu tendance à garder des traces de nos communications. Après, maintenant, dans les archives nationales, il y a des gens qui remettent des courriels, par exemple, mais on n'a pas le même réflexe d'archivage que quand on reçoit une lettre papier avec les communications électroniques. The early web was this extraordinary playground of flagrant disregard for rules in some sense. People had their home pages. Everyone had a home page. And they controlled what was on there. Now we are dealing with what they call FANG, right? Facebook, Amazon, Netflix, Google. That's 90% or more of the Eurocentric traffic. And over in China, it's Alibaba and WeChat. So it's not different over there. So it's become consolidated. And we've seen that massive consolidation of the power of platforms. And there are many valid, good, wonderful, volatile, accurate minds working to create digital poetry on platforms, but they do so within the boundaries and the limitations of those platforms. And they are, just as I was at the mercy of the shutdown of Flash, right? Because when they shut down Flash, I was like, oh, well, they'll shut it down, but whatever. I did not suspect that they would build an M1 MacBook Air on which I can never install a Flash player, on which I cannot even view my own work. So I did not expect the corporations would enact forms of control that were severe enough to eradicate an entire generation of labor. La mort de Flash, donc cette idée de l'œuvre qui est en train de mourir, en fait, c'est comme si nous, on est déjà vieux, vieille. Ça fait 20 ans qu'on est dans le numérique. Et il y a quelque chose de nouveau, effectivement, qui, on peut le nommer comme vous l'avez nommé, les réseaux sociaux.
Mais les œuvres qu'on avait créées dans les années, début des années 2000, une génération plus tard, on les crée plus avec ces codes-là, avec ce langage numérique-là. En fait, c'est Alexandra Seimer, donc une théoricienne et aussi praticienne qui est en France, qui l'avait nommée à un moment donné. Elle m'avait dit, mais tu sais, Alice, l'œuvre web, elle est faite pour mourir. Pour elle, c'était pas un enjeu de toujours essayer de l'archiver. C'est comme, ça fait partie de ce qu'elle est. La question de l'archivage, c'est une grande question aussi. Là, moi, je pense que je suis pas la meilleure personne pour y répondre parce que je suis vraiment très paresseuse. Puis je me dis, mais la pérennité, je m'en fous, je pense. J'avoue qu'avec Frankie puis Alex, ce que j'ai décidé de faire, c'est le laisser tranquillement s'éteindre, et puis tous les liens vont mourir, et puis ça va un peu se décomposer comme ça, mais c'est aussi que je trouve beau, ce geste-là, tu sais. Je pense que c'est le même geste aussi que je vais appliquer à mes livres. Là, ma maison d'édition, on a appris dernièrement qu'elle fermait. Je pense que mes livres, je vais juste les laisser mourir, et puis tant pis. C'est beau, la mort, ultimement. La mort des choses. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de sentir que mes livres bougent des choses. Quand Nathalie Petrovski cite Métiers critiques à la télé, j'ai l'impression d'avoir scoré. Que j'en ai vendu 100 ou 150 de plus ou de moins, ça a moins d'impact sur moi que de sentir l'impact que mon livre a sur les milieux dans lesquels je travaille. T'sais. Donc là, je sors un livre sur la maternité. J'espère qu'on va en parler en bien, en ces termes-là. Je m'attends pas à en vendre 40 000, encore moins 100 000. Ça arrivera pas. Donc, c'est pas ça mon rapport à la notoriété. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire partie d'une conversation dans ma génération. Donc, j'écris pour être dans une conversation maintenant avec mes pairs de maintenant, avec ma société de maintenant. Puis, je pense pas que c'est moins valable qu'une approche de quelqu'un qui se voit plus en train de construire une œuvre, par exemple, plus pérenne, tu sais. Je pense que c'est juste deux rapports complètement différents à la parole littéraire. Yeah, I'm writing a lot. Yeah, I'm still a writer. Writing is occurring. Though actually not on paper. I'm using voice to text. So that's how I primarily write now, by talking to my phone and then directly uploading. It just happens in the background. The question is, what does it become? There's an enormous amount of residue. And what do all these words mean when we're dealing with such a surplus of communicative energy in the universe? What does the necessity for writing emerge from? Yeah. One of your questions was, what is a non-digital literature? And my answer was a silence. What is a contemporary non-digital literature? Silence. That's the only format available. So that's where I'm going.